Maintenant, je vais vous faire une introduction au CSS. CSS, Cascading Style Sheets, c'est un langage de feuilles de style qui est très populaire dans le développement web, car ça permet de décrire avec précision la présentation d'un document écrit en HTML ou XML. En effet, le CSS, ça va offrir une grande variété d'options pour contrôler la mise en page, la typographie par exemple, ou les couleurs, les arrière-plans, les bordures et bien d'autres possibilités encore. Ici, on va explorer en détail les principes de base du CSS, la syntaxe, les sélecteurs de base, les propriétés, l'héritage et la cascade. À la fin du cours, vous serez en mesure de créer une feuille de style externe à la page en HTML. Vous pourrez ainsi appliquer facilement les mêmes styles à plusieurs pages, ce qui facilitera la gestion de votre site web. En résumé, on va découvrir les fondamentaux du CSS et apprendre à utiliser ces fondamentaux de manière professionnelle et efficace. Les bases du CSS. CSS, Cascading Style Sheets, est un langage qui a été créé par Hakon William Lee et Bert Bos à la fin des années 1987, en réponse à la nécessité d'une meilleure séparation entre la préparation et le contenu des pages web, ce qui était alors géré principalement à l'aide de l'HTML. Le CSS a permis de définir des styles pour différents éléments HTML, XHTML ou XML, tels que police de caractère, marge, couleur, bordure, image, dimension des blocs, soit tous les éléments que le navigateur web va permettre de présenter visuellement sur différents supports tels que écran ou encore, par exemple, une imprimante. L'intérêt et les avantages du CSS. L'utilisation du CSS, ça permet de faciliter grandement la maintenance et la mise à jour d'un site, mais ça aide également à améliorer l'accessibilité pour les personnes qui sont en situation de handicap. Les utilisateurs qui ont toujours eu des troubles visuels peuvent ainsi ajuster la taille des polices, tandis que des personnes ayant des troubles de la perception des couleurs peuvent ajuster les couleurs selon leurs préférences, sans que cela n'affecte la structure de la page. Les navigateurs tels que Firefox, Chrome, Edge, Safari ou encore bien d'autres affichent un document HTML avec une mise en forme par défaut, en fonction des différentes balises utilisées. Il faut savoir que grâce au CSS, c'est possible de personnaliser l'affichage de chaque élément HTML depuis le navigateur, pour le présenter à l'écran d'un ordinateur, d'un smartphone, d'une tablette ou d'un vidéoprojecteur ou une imprimante. C'est possible de créer un site sans CSS. Cela résulte en un affichage qui est vraiment peu attrayant, non responsive, et ça peut affecter l'expérience utilisateur sur différents supports. L'utilisation des CSS est donc vraiment essentielle au niveau des sites web esthétiques et confortables à lire. En outre, pour avoir un rendu final qui peut être modifié et sans toucher à la structure du code HTML, il vaut mieux utiliser le CSS. Fonctionnement et syntaxe du CSS. Alors, le CSS, c'est un langage qui est basé sur des règles qui sont destinées à des éléments HTML ou des groupes d'éléments HTML. Donc, ici, comme on peut le voir, le langage est basé sur des règles qui sont destinées à des éléments HTML. La structure, sélecteur plus, pour le point-virgule comme séparateur, les commentaires, la possibilité d'utiliser des formats de couleurs non hexadécimales, etc. Voici un exemple ici de ce que je disais sur le fonctionnement des syntaxes du CSS. Donc, comme on peut le voir, H1, on a donné des propriétés. Ces règles contiennent un sélecteur, donc ici on a l'élément HTML H1 qui désigne un titre de niveau 1, l'élément P qui désigne un paragraphe. On va ouvrir une accolade où l'on va définir une ou plusieurs déclarations sous la forme d'une paire propriété-valeur. Dans l'ensemble avec l'élément H1, la première déclaration contient la propriété font size,
qui indique la taille de la police de caractère, qui a pour valeur 20 pixels. L'élément ensuite, on a la seconde déclaration qui sera color, qui sera blue, et idem pour le P. Donc, comme je l'ai dit précédemment, les séparateurs tels que les points-virgules, c'est très pratique car on utilise des outils qui minifient, compactissent le code CSS. La minification, ça sert à diminuer la bande passante, rendre le site moins lourd et ainsi le rendre plus rapide au chargement, ce qui permet également de bénéficier d'une meilleure position dans les résultats des moteurs de recherche. On peut écrire du code lisible pour permettre une maintenance facile, comme dans l'exemple qu'on a là, et ce sont des scripts automatisés qui se chargeront de réduire le code au moment de la mise en production Internet. Voici un exemple donc, de code. Donc si on veut le réduire, ça serait sur une seule et unique ligne. On peut utiliser des valeurs textuelles pour la propriété color, telles que blue, par exemple, green, red, mais il est possible d'utiliser des valeurs personnalisées grâce aux couleurs basées sur un système hexadécimal qui utilise une combinaison de lettres et de chiffres pour représenter une couleur. Le code hexadécimal est représenté par un code de 6 chiffres précédé du symbole dièse, par exemple dièse FF0000 qui représente par exemple le rouge. Chaque paire de chiffres représente les valeurs de rouge, vert, bleu de la couleur avec chaque paire de 0 à F, de 0 à 255 en décimale. Par exemple, FF 0000 signifie rouge pur, car le rouge est à sa valeur maximale, FF, tandis que le vert et le bleu sont à la valeur minimale, 00. Les couleurs hexadécimales sont souvent utilisées dans des feuilles de style CSS afin de respecter des couleurs qui ont été définies dans des maquettes graphiques créées par des concepteurs UI. Je vous invite à regarder les vidéos Figma si vous avez besoin de cours sur les maquettes. Lier le CSS au document HTML. Lorsqu'on souhaite appliquer des styles CSS à un document HTML, il est possible d'utiliser plusieurs méthodes. La méthode la plus courante qui est utilisée consiste à placer les règles CSS dans une feuille de style qui est externe et stockée dans un fichier à part du document HTML. Une autre méthode va consister à utiliser une feuille de style interne placée directement à l'intérieur d'une balise de style dans le document HTML. Il est également possible d'écrire des styles en ligne, soit directement dans la balise HTML. On va expliquer chacune des méthodes et les explorer davantage avec ses avantages justement et ses inconvénients. Donc, la feuille de style externe. On va commencer par là. Ce qui est recommandé. La feuille de style externe, c'est la méthode la plus utilisée pour la présentation des pages web, car ça présente de nombreux avantages. Tout d'abord, ça permet une définition unique des styles, qui peut être appliquée à toutes les pages du site. Cette générosité de réduire la taille des pages HTML car le style n'est pas inclus dans chaque page, mais plutôt importé à partir du CSS externe. En outre, la mise en page et la mise en cache plutôt du fichier CSS par les navigateurs, ça réduit le temps de connexion car le fichier n'a pas besoin d'être téléchargé à chaque fois, mais qu'une seule fois, et ça peut être stocké en local pour une utilisation ultérieure. De plus, il faut savoir que les modifications de la feuille de style externe permettent une mise à jour facile et rapide de la présentation de toutes les feuilles de style, ce qui facilite la maintenance et la gestion sur le long terme. À savoir que l'utilisation d'une feuille de style externe va offrir une solution efficace et pratique pour la gestion des styles de présentation sur une page web et permettre de garantir une cohérence globale en maintenant aisément des pages. Donc là, on peut voir qu'on a un exemple où on relie notre CSS, notre HTML avec le CSS.
là, on a notre donc style ici. Dans cet exemple, l'entête de la page va contenir une référence, donc l'exemple précédent, vers une feuille style.css. C'est une référence qui se situe à l'aide de la balise link dans le head. L'attribut rel de l'élément link a pour spécificité que le lien est une feuille de style. L'attribut href va indiquer le dossier et fichier où se trouve notre feuille. Donc là, ici, maintenant, on a donc vu précédemment donc, le fichier CSS qui se trouve dans le même dossier que le HTML. On a pu voir le chemin d'accès. L'utilisation de feuilles de style externes va présenter à la fois des avantages et des inconvénients. Les principaux avantages, c'est que c'est la mise en page cohérente sur l'ensemble du site, ce qui facilite la maintenance. Et l'inconvénient, c'est que le téléchargement d'un fichier externe peut ralentir le chargement de la page. Là, on est sur une feuille interne. Donc, on a placé deux styles et on définit, donc qui sont définis à l'intérieur de la balise head de l'entête de la page. L'utilisation de feuilles de style interne va présenter à la fois avantages et inconvénients. Avantage, ça regroupe des styles sur une même page spécifique dans le document. C'est parfois le cas de l'utilisation d'un CMS, mais ça a beaucoup d'inconvénients, dont la maintenance plus difficile à maintenir pour des sites comprenant de nombreuses pages. Le style en ligne, alors le style dit inline, ça affecte un seul élément et c'est défini directement dans un attribut HTML à l'ère de l'attribut style. Par exemple, là, comme on peut le voir, c'est avec la balise P qui crée un paragraphe de type texte, on a l'attribut style qui va définir une couleur. L'utilisation de style en ligne présente des avantages et des inconvénients. L'avantage, on peut effectuer des modifications ponctuelles et rapides à réaliser. L'inconvénient, c'est que c'est pas studieux de maintenir ceci à grande échelle. Et pas très recommandé non plus. L'organisation et donc le nommage des fichiers. Donc, il est utile de structurer et séparer intelligemment les fichiers CSS de manière à ce qu'il y ait un rôle bien distinct. Donc là, style.css, c'est le style commun à toutes les pages. Layout.css, style de la mise en page générale de toutes les pages. Header.css, l'entête. Footer, pied de page. Menu, alors on peut le mettre aussi en anglais. Hein. Style pour le menu commun à toutes les pages. Page X, c'est le style spécifique à une ou un groupe de pages, c'est-à-dire par exemple page underscore contact. Slider, c'est pour les carousels d'images. Si on structure de manière intelligente en séparant, ça peut être plus simple, mais ça dépend aussi comment on veut le faire. Il y a certains développeurs qui ne le font jamais et qui vont tout mettre dans le style. La mise en œuvre des CSS. Donc, on a appliqué des styles CSS à des éléments HTML en utilisant leur nom de balise. Tous les éléments affectés par un style CSS sont concernés. C'est-à-dire que si on met H1 et qu'on indique H1 dans le CSS, ça va impliquer sur tous les H1. Les classes, comme on peut le voir ici, fonctionnent de la même manière. On peut attribuer à chaque élément HTML une ou plusieurs classes et on va choisir un nom. L'avantage des classes, c'est qu'on peut cibler n'importe quel élément HTML qui contient la classe comme attribut. Donc là, comme on peut le voir, point ma classe, propriété, point virgule valeur, div classe, ma classe. Voici un petit exemple ici. Comme on peut le voir, c'est dont j'ai parlé précédemment. Dans l'exemple, hein, la déclaration de la classe, c'est lié à l'élément. Donc là, par exemple, ma classe, c'est lié aux éléments que l'on voit ici. Seul l'élément est affecté par la classe. On peut prendre l'exemple par exemple d'une liste. Différents moyens de locomotion. Les moyens de transport polluants sont affichés en rouge, tandis que les moyens de transport écologiques sont mis en valeur, en gras et en vert, par exemple. Ça pourrait être ça. Si on regarde ce que ça donne, voici ce que cela donnerait.
Lorsqu'on utilise plusieurs classes sur un élément HTML, toutes les règles et styles des classes s'appliquent à la fois. En revanche, si des règles de style sont identiques, c'est la classe déclarée en dernier qui est prioritaire, car elle va écraser la règle de style définie juste avant. Voici un exemple, donc classe 1, classe 2. Donc là, comme on peut le voir, il y a les deux noms. Celle-ci, classe 2 va être prioritaire, et celle-là, c'est classe 1 qui va être prioritaire. Lors de la syntaxe des règles d'écriture en CSS, c'est important de respecter certaines conventions de nommage aussi. La syntaxe d'écriture des classes doit être réalisée avec des caractères alphanumériques uniquement. Plus précisément, des lettres A à Z en minuscule, A à Z en majuscule. Les chiffres 0-9, les tirets, et les traits de soulignement ou en informatique c'est appelé underscore. Seuls ces caractères sont autorisés. Il est donc primordial de respecter ces règles de syntaxe pour que les classes puissent être correctement interprétées par un langage CSS. L'utilisation des caractères non autorisés peut entraîner des erreurs de syntaxe ou de compilation qui empêcheront les classes de fonctionner correctement. Par ailleurs, c'est recommandé d'éviter les noms de classes génériques, tels que div ou conteneur, car ça peut entraîner des conflits avec d'autres classes ou éléments HTML. C'est également déconseillé de commencer le nom d'une classe par un chiffre, car certains navigateurs peuvent l'interpréter comme une erreur de syntaxe. La bonne syntaxe CSS, c'est .maclassCSS. Les classes sont dites case-sensitive, sensibles à la casse. Ça signifie que si on utilise une classe appelée ma classe avec le C majuscule et attaché dans la feuille de style et que dans le HTML on écrit ma classe tout en minuscule, cette dernière ne va pas comprendre. En effet, le navigateur va considérer que c'est deux choses différentes, deux noms de classes différents. La factorisation. Lorsque les règles de CSS sont identiques sur plusieurs éléments HTML, on peut utiliser la même classe. On peut factoriser les règles CSS en séparant les sélecteurs par des points-virgules. Les ID. Lorsqu'on travaille avec des éléments HTML en CSS, c'est possible de leur attribuer un identifiant, ou ID, en plus ou à la place de la classe. On peut faire les deux. Ils fonctionnent de la même manière que les classes. Et dans un sens, on peut leur appliquer des styles. Mais il existe certaines différences entre eux. La première différence est que chaque élément HTML ne peut avoir qu'un seul ID. Et cet ID doit être unique dans une page HTML. Alors que plusieurs éléments HTML peuvent avoir la même classe. Deuxième différence majeure entre les ID et les classes est que les règles CSS qui utilisent un ID ont la priorité sur les règles qui utilisent une classe. Cela signifie que même un même élément HTML possède un ID et une classe, les styles appliqués à l'ID auront la priorité. En général, les ID sont utilisés pour cibler les éléments HTML spécifiques sur lesquels on veut effectuer des actions particulières. C'est plus le cas en JavaScript. Pour créer un ID, on utilise le dièse suivi du nom de l'ID. Donc, petit exemple ici. Plusieurs polices déclarées. Bon, je vous laisse lire, comme on peut le voir. Les ID ont la priorité sur les classes. Ainsi, lorsque les attributs ID et classe sont utilisés sur le même élément HTML, c'est l'ID qui va être appliqué dans le sens de la priorité, indépendamment de l'ordre des attributs dans lesquels ils sont déclarés. Donc là, si on regarde, voici un exemple. Ici, même si mon ID est avant, il sera prioritaire. L'ID est également sensible à la casse, tout comme les classes. La syntaxe d'écriture d'un ID, c'est la même que celle de la classe. Donc, la bonne syntaxe d'un ID, c'est dièse mon-ID, par exemple. Le fonctionnement de l'héritage. Le style fonctionne par héritage, ce qui signifie que les règles de style se combinent et se transmettent de parents à enfants. Cette notion, c'est important avant de passer à la création de sites web.
Le mécanisme donc pour les sélecteurs CSS dans les constructions et les instructions utilisées pour cibler des éléments HTML, c'est de leur appliquer un style. Lorsque plusieurs sélecteurs s'appliquent sur le même élément CSS, repose un élément de règle qui vont définir l'ordre de préférence d'application des propriétés déclarées dans les sélecteurs. Le mécanisme qu'on appelle la cascade, donc dans l'exemple qui va suivre, les règles 1 et 2 vont définir la couleur de paragraphe, donc rouge et bleu, ainsi que respectivement donc des règles qui sont spécifiques au code, comme on peut le voir là. La mise en forme appliquée sur l'état. Donc il y a plusieurs... tout d'abord, il faut savoir qu'un sélecteur est spécifique. Plus sa propriété sera élevée, par exemple, plus un sélecteur qui cible un élément par son identifiant est spécifique qu'un sélecteur qui cible un élément par sa classe. Il aura donc une priorité plus élevée. Si deux sélecteurs ont la même spécificité, la règle importante aura la priorité. Les règles importantes auront une priorité plus élevée que les non importantes. C'est logique. Donc voici donc une liste. Ici, vous avez donc une liste pour les mises en forme appliquées par l'État. Donc, mais il est important de noter tout d'abord que l'utilisation excessive de règles importantes ou sélecteurs spécifiques peut rendre le CSS difficile à maintenir et à comprendre. Concernant les règles appliquées par l'État, lorsqu'on souhaite appliquer des règles CSS à des éléments HTML, en fonction de leur état, il y a plusieurs possibilités qui existent. Un exemple parfait pour illustrer cette méthode est celui des liens ou encres représentés par la balise A. Un lien peut avoir plusieurs états différents, visited, active, over, focus, etc. L'état visited va s'appliquer lorsque le lien a été visité précédemment par l'utilisateur. Active s'active lorsque l'utilisateur est en train de cliquer sur le lien. Over s'applique lorsque le curseur de la souris survole le lien, etc. Donc voici un exemple. Il est possible donc de changer la couleur du texte ou le fond en fonction de ce que l'on souhaite. C'est possible donc d'utiliser de nombreuses ressources HTML et qui sont assujetties à l'utilisation des états. Une liste non exhaustive, button, input, label, etc. On peut noter donc qu'il y a le clic sur le lien qui est applicable à chaque fois. Donc je vous invite à consulter ces documents qui sont quand même très utiles. Donc ça regroupe des normes ouvertes et publiques qui sont développées sur le World Wide Web. Donc vous l'avez ici, vraiment allez y faire un tour, mais vous avez également la documentation de MDN Mozilla qui est très bien faite. C'est important de noter que les navigateurs ne vont pas réagir de la même façon sur certaines fonctionnalités CSS, indépendamment du système d'exploitation. C'est donc essentiel de vérifier la compatibilité des propriétés, soit sur Mozilla, donc MDN, ou Can I Use, qui est dédié à cette tâche. Il existe d'autres outils qui sont plus complexes, mais vous pouvez les retrouver donc ici. Maintenant, pour faire un point, on a vu une introduction au CSS qui va fournir une base solide de compréhension de base de conception du style. Maintenant, vous êtes habilité à créer des feuilles de style en utilisant classe, ID, en sachant l'héritage, les cascades et en utilisant les liens de CSS pour lier nos feuilles de style externes à nos pages HTML. Il faut connaître le langage HTML et CSS, ce sont des bases pour pouvoir être développeur.